Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance du conseil municipal. Avant de commencer la séance, je vais procéder à l'appel nominal. Monsieur Griner-Pierre, présent. Monsieur Nanan Bruno, présent. Mademoiselle Denis Jessica, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Griner. Monsieur Donné Jean-Pierre, présent. Mademoiselle Gwendoline Gilles, Monsieur Damien Jasinski, Madame Camille Coquelet, Monsieur Silvestri Francisco, présent. Madame Marie Isabelle, absente excusée, donne pouvoir à Mademoiselle Camille Coquelet. Monsieur Jean-Pierre Pech, Monsieur Dramé Michel, Madame Ansar Lisiane, Madame Champion Nicole, Monsieur Lecoq Jean, présent. Madame Cachemarie Corinne, Monsieur Larsin Patrice, présent. Présente. Madame Laurier Christine, absente. Madame Deleuve Christelle, absente. Monsieur Ducrot Régis, Madame Plus Alexandra, absente excusée, donne pouvoir à Madame Cachemarie. Madame Delphine Legrand, Monsieur Didier Descamps, Madame Mazicati, absente. Mademoiselle Dubocage Addison, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Dramé. Monsieur Marcas, absent excusé, donne pouvoir à Monsieur Joël Gaillet. Madame Fernande Guisgan, Monsieur Joël Gaillet, Monsieur Patrick Kolevaki et Madame Dubois, absent. Très bien. Donc, en remettant en matin, nous allons pouvoir commencer cette séance. Avant de commencer la séance, nous proposons un secrétaire de séance sur la personne de M. Ducrot. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'il accepte d'assumer les fonctions de secrétaire de séance? Très bien. Allons-y. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 juin 2017. Alors, le conseil municipal qui n'était pas prévu initialement, c'était à cette date, mais les sénatoriales ont fait qu'il a fallu avancer le conseil. Pas de remarque particulière, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les ratifications des décisions du maire, il y en a une seule, c'est la décision attributive du marché de rénovation de l'éclairage intérieur de la salle des sports de la Corderie. Donc ce marché a été attribué à la société SNEF, initiée par l'activité de l'aérodrome ouest à Valenciennes, représentée par M. Luc Forger, directeur d'agence. Le montant du marché s'élève à 33 920,87 € hors taxe, soit 40 705,04 € TTC. Les points suivants. Les subventions aux associations, c'était des subventions qui avaient été ajournées. Pour les anciens combattants, c'est parce qu'il y a eu un problème de dossier qui a été finalement trouvé, et tout s'est remis en place, donc nous proposons une subvention à hauteur de 1 300 €. Pour l'USQ, souvenez-vous, c'est issu d'une fusion entre la JSQ et le Quai Brochin Futsal. Donc nous avions provisionné 4 000 € en prenant en fait les résultats d'activité des années précédentes des deux associations. On les a cumulés. Nous proposons de voter les 4 000 €, somme que nous verserons une fois reçu les PV de dissolution à la fois de la JSQ et du Quai Brochin Futsal notifiés par la sous-préfecture. C'est fusionné? Oui, en fait, c'est pas fusionné. Il y a une troisième association USQ créée l'année dernière. C'est à la demande du district. Et l'idée, c'était de continuer avec les deux autres associations et en même temps de commencer l'USQ déjà dès l'année dernière, sans forcément engager l'équipe pour éviter d'avoir des mutations. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que tout soit regroupé sous le nom de l'USQ, sauf qu'on prend nos précautions en disant qu'on verse une subvention et on fera vivre l'USQ uniquement si les deux autres associations sont dissoutes, c'est l'objectif à terme. En fait, il y avait une sorte d'année de tuilage demandée par la fédération, par la Ligue. Si je me trompe pas, en fait, quelles sont les équipes? Il fallait que la troisième association soit en route pour pouvoir dissoudre il fallait que l'association en fait soit reconnue. Il existe et reconnu par la Ligue déjà depuis un an pour qu'elle a un fonctionnement actif. Que s'ils arrêtaient les deux associations et qu'ils partaient à l'association d'une seule, c'était pas possible. Il fallait qu'il y ait l'existence des trois en même temps et que en fait. Donc là, il faut attendre un an. Non, là c'est bon. Là c'est l'USQ qui est engagé, c'est la seule à la fois dans futsal et à la fois en foot en herbe pour, je ne veux pas dire la saison, mais pour la saison qui. Ça va être jeune, il n'y aura pas ça sera jusque 15 ans normalement, pas au-dessus, parce que le but c'est de reprendre petit, un peu petit, pour pouvoir après monter et pas pouvoir. Après il n'y aura que dans le futsal. Il y a que deux seniors, oui, les seniors en compète. Et il y a aussi, qu'il y avait à la JSQ, les seniors, il y a une équipe senior, mais c'est en loisir. Voilà. Toutes les conditions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières? Si
c'est bon pour tout le monde, on passe au vote. Abstention, avis contraire, vote à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de la convention de partenariat avec l'association L'Harmonie, notamment parce que nous avons déjà effectivement voté une somme de 4 800 € de subvention de fonctionnement, et à cela viendra s'ajouter la somme de 14 600 € dans le cadre du dossier politique de la ville, action, éveil et culture musicale, dépassant les 23 000 € de subvention. On est obligé aujourd'hui de se positionner sous la forme d'une convention. Rien de particulier. Comment? C'est pas dans le cadre de la Si. politique de la ville. Si, c'est dans la délibération suivante, ça apparaît. Non. Ça fait partie des fiches politiques de la ville. Je vais pas retrouver justement. Si, normalement, ça doit apparaître à l'arrière. Culture, éveil musical. Et il me semblait, on avait pas vu ça. Je ne me souviens plus. Comme les activités se font dans le temps scolaire, je pense que ça Il y a des financements de ville. Il y a des financements de ville, sauf qu'on en est en train d'avoir un rétropédalage dans le cadre de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'on va certainement avoir un retour des financements pour les activités scolaires. Dernier comité de pilotage, le contrat de ville. Ça a été une demande pour la préfète, donc forcément très chaleureuse, mais voilà. Parce qu'il y a des communes qui corrigeaient, en fait, ils faisaient des activités, ils sont fait financer en déposant un contrat de ville des actions qui existaient déjà. Donc l'objectif, c'est de le remettre dans le cadre de la politique de la ville. Donc on le remet dans le tableau récapitulatif. Je ne sais pas s'il apparaît dans le tableau récapitulatif qu'il a été présenté. Non, il n'apparaît pas. Il faudra voir si on peut rajouter, on fera sous forme d'absentisme, mais aujourd'hui, pour qu'on puisse toucher les fonds, il faut absolument qu'on se positionne dessus. Je rappelle que l'action, elle correspond aux heures d'intervention d'Anne-Marie Perfusion pendant le cours scolaire. Oui, mais je veux dire, vous attendez minutes quand même. Aujourd'hui, on ne peut pas se positionner sur le contrat de ville 2017, non, parce qu'on ne pourra pas se positionner. Par contre, pour 2018, on voudra repartir sur l'aide. On avait laissé, souvenez-vous, quand il y avait eu la suppression des financements pendant le cours scolaire, on avait voté le fait de continuer à financer, mais à hauteur des financements en ville que la ville a porté avant le retrait des financements d'État. Donc voilà. Plus de questions. On passe au vote, des abstentions, des avis contraires. Vote à l'unanimité. La programmation politique de la ville au quartier d'été, FPH, FTU, c'est toutes les différents dispositifs proposés sur le sujet. Alors on a disposé dispositif par dispositif, le FPH 3500 € à l'association Les Petits Chaussons sur un coût total de 3500 €, en sachant qu'il y a un bilan en fin d'année, c'est une association support et qui reverse la différence sur les fonds utilisés. Les quartiers d'été, 25 450 € pour la part ville, dans un crédit, le coût total est de 35 850 sur le sujet, donc la différence, je ne la fais pas, il y a 10 500 €, 10 400 € de la part de la région. Programmation politique de la ville, 800 000 € pour l'action atelier jeux lecture par an dans le cadre des crédits, coût total 4 040 €. Pour le FTU, 12 000 € ville, 12 000 € région, dans une enveloppe globale de 24 000 €. Et dispositif contrat de ville, ensuite, 7 600 € à l'association Point Fort pour les actions lieux, ressources scolaires, diplôme à l'emploi, crédit total 15 200 €, et l'association Centre Social Ami Carrigan pour les actions bien manger, bien bouger, ça s'apprend, la musique massouve de récit, et l'OBVFJN, total des crédits 83 262 et 15 378 € en par ville. Pour le dispositif péage, je l'ai abordé tout à l'heure, 3 500 € à l'association Les Petits Chaussons, une délibération fixera pour l'année 2017 la base des réalisations et le montant réel de la subvention. Donc provisionne comme chaque année à cette hauteur-là. En sachant que j'ai demandé à M. Monnier de faire une petite réunion, certainement à la rentrée, le calendrier n'est pas validé, mais avec les associations pour peut-être les ressensibiliser sur un certain nombre de dispositifs sur le FPH. Le 12 septembre, voilà, ça a été validé. Sur les dispositifs, notamment sur le FPH et sur d'autres dispositifs, où ils peuvent nous demander des financements ou des financements complémentaires. Surtout que le FPH a bougé, avant c'était une gestion CIVOM, maintenant c'est une gestion ville dans le cadre de la perte de compétences politiques de la ville au CIVOM. Donc l'idée c'est aussi de les relancer un petit peu en leur faisant connaître les dispositifs qui existent. Voilà pour les présentations sur le sujet. Le dernier copil contrat de ville avait lieu il y a une semaine, c'était la semaine dernière. Voilà. Pas de remarques particulières. Sauf que nous ne prenons pas part à la délibération sur Point Fort. Oui, d'accord, ok. Très bien. Tout, que Joël Gaillet Et moi. et M. Colébaki. Ok, donc M. Colébaki et M. Gaillet ne prennent pas part au vote sur la subvention propre à Point Fort, enfin sur le dossier Point Fort. Sur le reste, pas de souci. Tout le monde est ok. Donc voter à l'unité partout, sauf sur cette délibération propre à Point Fort. Pas de souci. Vous êtes sortis, on vous avait sorti. Pas de souci.
Le point suivant, il s'agit des transferts de garantie d'emprunt des 2H à la SIGH dans le cadre de la fusion LV2H chez Saint-Duéno. Un certain nombre de garanties d'emprunt que la commune avait été sollicitée avant la prise de compétence par l'AGLO. Il reste aujourd'hui un solde d'emprunt qui est demandé de valider finalement par la ville dans le cadre de la reprise. Ça ne change strictement rien du tout, sauf qu'aujourd'hui on n'est plus porteur de garantie d'emprunt auprès de la SAGLO mais auprès de la SIGH. Et il y en a une suivante après qui sera spécifique sur un crédit chez Dexia, et le contrat ne pouvait pas permettre de le faire dans la foulée avec les autres contrats. C'est un contrat vraiment spécifique. S'il n'y a pas de questions particulières, on va pouvoir passer au vote. Alors sur celle-là, la 3.4, des abstentions, des avis contraires, vote à l'unité, je vous remercie. La 3.5, c'est exactement la même chose, mais le contrat ne permettait pas de faire une délibération dans la foulée avec les autres. Enfin, le contrat était ciblé de cette manière-là. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou non, des abstentions, des avis contraires, vote à l'unité, je vous remercie. La majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, portant sur la ZAE de Blanc-Misseron, je reprends l'article. Pour revenir sur le sujet, aujourd'hui il y a une zone d'activité sur le secteur de Quai-Rochin qui est les ZAE de Blanc-Misseron. Un certain nombre de terrains ne sont pas occupés et constituent plus ou moins une réserve foncière. Aujourd'hui, par des porteurs privés, il y a 2 à 3 porteurs privés, généralement sous forme de SCI. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'un certain nombre d'entreprises peut-être viennent s'installer et puissent occuper ces terrains non bâtis pour ramener de l'activité, certainement de l'emploi, et puis aussi des recettes foncières bâties dans la commune. Aujourd'hui, il existe un dispositif pour éviter que des personnes fassent de la réserve foncière dans les terrains situés en zone urbaine, qui est le fait de voter une majoration d'un certain nombre de la taxe foncière non bâtie sur un certain nombre de terrains qui sont visés sur des secteurs communaux à enjeu où on souhaite qu'il y ait une urbanisation. C'est le cas ici. L'objectif, c'est que ces terrains non construits à la ZAE, dès l'année prochaine, les propriétaires aient une surtaxe sur leur taxe foncière qui, pour nous, les inciterait certainement soit à céder leur terrain, soit à les aménager, pour certains, pour après les mettre en location ou quoi que ce soit. Effectivement, dès qu'il y aura un permis de construire de déposer ou que les terrains seraient bâtis, cette surtaxation disparaîtrait et viendrait s'annuler. Un petit élément sur le sujet aussi, au niveau du permis de construire. Effectivement, si le permis de construire, lorsqu'il n'est plus valable, la surtaxe fonctionne jusqu'au jour où il y a un dépôt de permis de construire. Dès qu'il n'y a plus de permis de construire, la surtaxe tombe à l'eau. Par contre, si les travaux ne sont pas réalisés, ne respectent pas le permis de construire, la surtaxe se remet en place et il y a un effet rétroactif. C'est-à-dire que pendant les 2 ou 3 années où le permis était valable et que les gens étaient exonérés, ils devront payer parce qu'ils n'auront pas réalisé les travaux. Sinon, c'est un peu trop facile. Je suis propriétaire, j'ai déposé un PC, comme ça je suis exonéré, mais je ne construis jamais rien. Donc voilà un petit peu les situations. L'objectif, c'est de continuer le remplissage un petit peu de cette zone, et c'est un des éléments en effet incitatifs pour s'installer dessus. À côté de ça, il y a d'autres éléments qui sont développés par l'AGLO, surtout l'aide à l'immobilier d'entreprise à l'installation, sur lesquels des porteurs de projets qui ont de l'installation de zone pourront solliciter les services communautaires. Il y a aussi un niveau minimal et maximal de la surtaxation. Bien sûr, on ne peut pas prendre le prix du terrain et multiplier par 20 ou 30 d'une année à l'autre. Là-dessus, peut-être qu'il y a un minimum qu'on doit respecter et un maximum, c'est selon les catégories de zones, puisque c'est classé par le code des impôts selon la valeur des terrains et la situation. Au mètre carré. Donc la surtaxation peut aller entre 0 et 3 euros au mètre carré, qui Quai-Rochin peut pas aller au-dessus de 2 euros. Donc voilà. On a des exemples sur un certain nombre de terrains. Aujourd'hui, on a fait des projections. Il y a un terrain où on a fait une projection où les personnes payent aujourd'hui, les propriétaires payent 1460 euros de taxes foncières. L'année prochaine, nous paierons 7500 euros de taxes foncières. Ce qui les bougera certainement à vendre leur terrain et à faire installer de nouvelles entreprises. C'est un effet incitatif pour. Voilà. Il y aura peut-être d'autres terrains dans la commune, on fera ce même genre de choses aujourd'hui sous réserve, on définira peut-être d'autres terrains dans la commune où il y a des enjeux d'urbanisation, éviter d'avoir des dents creuses, éviter l'étalement urbain, dire voilà, l'urbanisation en priorité elle doit se faire à ce niveau-là et on pousse les gens à vendre leur terrain ou du moins à les aménager. Merci vous. Monsieur. Oui, question. Oh, oui, une remarque. Je vois que les gens le souffrent. Mais si on a une augmentation de 1000 qui passe à 7000, ça veut dire qu'il y a une augmentation de 5000, ça veut dire que ça a
une surface de au minimum 5000 m², puisque Oui, c'est ça. le maximum, ce sera l'euro. Donc, quelqu'un qui a 5000 m² en zone urbanisée et qui paye 1000 €, il en paye 6 fois plus, ça me gêne pas. Mais l'objectif, c'est que ça puisse être aménagé. Hein. Éviter d'avoir des dents creuses, qu'on va aller chercher notre terrain. Des fois, des entreprises qui voudraient venir sur la commune, ça reste pas parce que quand elles tapent à la porte du propriétaire, dire non, je veux pas vendre ou je vends à un prix exorbitant. Là, en ayant ça, on dit voilà, maintenant ma réserve foncière, elle me coûte cher. En termes de gestion, je vais peut-être essayer de l'aménager ou du moins de la vendre. Voilà l'état d'esprit de la délibération. Voilà l'état d'esprit de la délibération. Il faudra revenir par la suite parce qu'il faudra désigner un certain nombre de terrains. Oui, bien sûr, en sachant que ça peut être revoté chaque année et qu'on peut revoter une augmentation encore l'année prochaine pour une répercussion, donc vote en 2018 pour une répercussion en 2019. Je crois que c'est des effets, c'est une délibération qui a été prise aussi au niveau de Valenciennes-Métropole sur certaines de ces zones d'activité où des personnes avaient fait de la réserve foncière et aujourd'hui a fait que l'aglo a investi dans l'aménagement de zone et que d'autres personnes ont fait de la réserve foncière et souhaitent pas vendre. Aujourd'hui, c'est pour les qui savent. Est-ce qu'on est d'accord sur le sujet? S'il n'y a plus de remarques, on passe au vote, des abstentions, des avis contraires, vote à l'unité, je vous remercie. Le retrait de la subvention qui était attribuée au QDCA, donc au club de basket, suite à 2 assemblées générales, une ordinaire plus une seconde extraordinaire. Le comité des démissionnaires, il n'y a eu aucun candidat pour la reprise du club, malheureusement. Une subvention a été votée à hauteur de 5 000 €. Il convient aujourd'hui, même si le club a été dissous, de retirer cette subvention de 5 000 €, de faire le retrait de subvention, puisque je rappelle, une délibération est un acte créateur de droit. C'est un petit peu triste pour le basket. Il n'y a pas eu forcément de repreneur. Ouais. Alors il y a un travail qui a été fait entre les dirigeants et services des sports, notamment avec la fédération, pour réorienter les licenciés et les jeunes sur la disposition, et notamment sur un sujet qui est la mutation. Parce que les licences, quand un club accueille un joueur qui vient d'un autre club, les clubs payent des mutations. Généralement, le club répercute la mutation sur la licence du joueur. Donc, vous demande des fois un chèque de caution pour que le joueur signe au moins pour 2 ou 3 saisons. Et si le joueur ne respecte pas les 2 ou 3 saisons, puisque c'est un coût pour le club, ils encaissent le chèque de caution. Donc, dans le cadre de la dissolution du club, il y a des dispositions spécifiques qui ont été prises, notamment sur le fait d'éviter d'avoir des mutations. Et un certain nombre de joueurs ont pu être réorientés sur des clubs locaux. Le club a été dissous, on en connaît les raisons principales. Le comité était globalement démissionnaire, hein, c'est des explications qui ont été données à l'Assemblée Générale. De quelle manière ça s'est passé? Moi j'avais rencontré le président un petit peu en amont qui me présentait sa décision et la décision du comité sur le sujet. La première AG, je ne pouvais pas forcément être présent, mais on avait eu une discussion en amont. Au-delà de la première AG, personne ne s'est porté candidat dans la reprise du conseil d'administration. Il a été proposé de remettre un délai entre guillemets de 15 jours avant une AG extraordinaire pour que les personnes puissent réfléchir et puissent peut-être se porter candidates. Au-delà de ces 15 jours, aucune candidature s'est présentée. Pendant l'AG extraordinaire, il y a eu une nouvelle proposition de candidature parce qu'on explique quand même les tenants et les aboutissants. Personne ne s'est proposé sur le sujet et le choix qui a été fait a été la mise en place de la dissolution du club. Dans le cadre de l'AG extraordinaire, on a profité, enfin le comité a profité pour proposer aux membres de modifier notamment les statuts sur les questions de dissolution, parce que dans le cadre de dissolution, les statuts disaient qu'argent le sol partait à l'OMS. Or, l'OMS n'existant plus, ils ont validé 2 choses. Ils ont dit que l'ensemble du matériel allait être, donc ils ont nommé un liquidateur, que l'ensemble du matériel allait être remis à la ville. La ville pourrait le garder dans le cadre d'activité, mais voudrait surtout le réserver au cas où un club reviendrait, parce qu'en quelques années, ils ont forcément accumulé du patrimoine, et quand un club démarre, c'est compliqué de se lancer notamment en achat de matériel, première chose, et que le solde, lui, irait sur un certain nombre d'associations caritatives d'intérêt national, enfin, comme les statuts de la loi 1901 le permettent. Et au niveau des créneaux, ils seront réattribués pour la saison prochaine? Pour l'instant, il y a une réunion sur les créneaux la semaine prochaine avec les associations. L'idée, c'est de bloquer, dans la discussion qu'on a eue, pas forcément bloquer tous les créneaux, mais de ne pas les redistribuer tout de suite, parce que si un club veut revenir, quand il va falloir revenir peut-être dans 1 an ou 2 en arrière, parce que les gens ont peut-être réfléchi, ou il y aura de nouvelles énergies qui font qu'un club se développe pas. On aura laissé la place à beaucoup de monde, il ne faut pas tout scléroser, quoi. On aura laissé énormément de place, et cette place-là, on leur dira qu'il faudra finalement repartager, ça serait revenir en arrière, et ça pourrait être contre les projets d'association. Donc je pense qu'on va travailler sur un partage des créneaux assez équilibré sur les restes de créneaux que le club avait, qui était plutôt sur les 2 salles, mais qui était maintenant à 90% surtout sur la salle qu'on soit de. Voilà pour les informations. Mais
Personne ne s'est présenté pour reprendre la relève parce que c'était restrictif au niveau des statuts. Qui pouvait... Non, il fallait être membre de l'association, et je crois qu'il y avait 1 an d'adhésion, je ne sais plus dans les statuts, c'était de cette manière-là. Mais de manière générale, il y a eu un appel assez général sur le sujet, personne ne s'est positionné. Je pense qu'il y a eu plusieurs éléments. C'est qu'au vu de la taille du club et son activité aussi, ça peut faire peur à des bénévoles, au vu du rythme et de l'énergie qui était déployée, de reprendre une machine comme celle-là. La deuxième difficulté, c'était que l'ensemble du comité, et même si le comité voulait accompagner les nouveaux dirigeants, se retirait tout d'un coup. Quand il y a des fois dans un comité, on est à 7 ou 8, admettons, il y a 2 ou 3 personnes qui partent, il reste toujours des éléments qui font des membres qui font qu'on peut prendre la suite. Là, tout le monde se retirait d'un coup, c'était un comité à 0 avec des gens qui, pour la plupart, n'avaient déjà pas été en conseil d'administration, ce qui était assez compliqué. Après, au-delà de ça, le président, les administrateurs ont quand même cherché, ont fait du démarchage en amont déjà dans leurs membres pour leur dire, voilà, est-ce que tu veux parvenir ou quoi que ce soit, et ils n'ont eu aucun retour positif. Non. C'est assez complexe, c'est un petit peu, c'est malheureux parce qu'il y avait une très bonne dynamique et il y avait un bon travail. Sur le retrait de la délibération liée à la subvention des 5 000 €, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Votez l'unité, je vous remercie. Le bail locatif pour l'appartement du premier étage de l'immeuble rue Jean Mermoz, numéro 1. C'était un logement qui était occupé il y a encore 2 ans sur le sujet. Depuis 2 ans, il était inoccupé puisqu'il y avait un certain nombre de travaux à réaliser à l'intérieur, mais aussi des travaux de couverture. Les travaux de couverture étant terminés, nous avons repris le bail tel qu'il était il y a 2 ans sur le sujet. La seule chose pour laquelle nous votons, ce n'est pas le changement de prix du bail, mais c'est le fait d'exonérer les nouveaux locataires d'une franchise de loyer de 2 mois, puisqu'ils ont pris en charge un certain nombre de travaux à l'intérieur du bâtiment. Les travaux de couverture étant terminés, on travaille dessus. Alors, je viendrai sur le prix quand même, qui peut paraître bas. Il y a des difficultés, c'est un grand logement, c'est un ancien logement percepteur avec des plafonds très hauts de chauffage qui sont assez complexes. D'ailleurs, l'ancien locataire avait eu un loyer un petit peu au rabais aussi sur le sujet parce qu'il y avait ces difficultés-là. L'objectif, c'est pas de mettre quelqu'un, mettre des loyers à 700 ou 750 € et se reprendre des fois des factures de 150, 200 ou 250 € de gaz par mois quand il faut chauffer le bâtiment. D'où ce loyer un petit peu plus modéré, et au-delà de ça, on aurait pu rester dans la même situation et ne pas le remettre en location et se priver de recettes. Donc l'objectif a été de travailler dans ce sens-là, et puis de remettre en location. Aujourd'hui, il y aura un travail aussi sur l'isolation du bâtiment, puisque la couverture a pu être faite, mais on va travailler aussi sur une isolation des combles. Aujourd'hui, je sais il y a des produits projetés qu'on peut mettre à l'intérieur des combles pour renforcer l'isolation du bâtiment. Voilà, oui, c'est ça, absolument. La seule chose, c'est, oui, c'est 1 € le coût, mais il faut payer quand même la technique, forcément, mais c'est une solution. C'est 1 € suivant le ressource. C'est ça. Donc on va essayer d'intégrer, on va essayer de faire ces travaux d'isolation, pour renforcer l'isolation du bâtiment. Ensuite, il faut que Monsieur Follet, Madame Bailly. Oui. Est-ce qu'il y a des questions particulières? C'est bon pour vous? Pas d'abstention, pas de vote contre, vote limité, je vous remercie. Les rythmes scolaires. Délibération tant attendue. Nous faisons suite à un décret qui est arrivé le 27 juin sur l'organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018 et de manière dérogatoire à la rentrée de septembre 2017. Il a été proposé dans les différents conseils d'école, école primaire et les 2 écoles maternelles qui ont fait un conseil d'école commun, de proposer de nouveaux horaires qui ont été votés à la majorité, pas forcément à l'unité, mais à la majorité, au niveau de l'école Brison, donc sur un retour des 8 demi-journées, non pas les 4 jours, mais plutôt les 8 demi-journées. Donc avec les horaires suivants qui sont présentés sur la délibération, l'école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, le matin de 8h30 à 12h, et l'après-midi de 13h30 à 16h. Avec entre les midis, 1h30 de phase méridienne. Pour les écoles maternelles, que ce soit l'école qu'on voit ou Guy Morel et Pasteur, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et cours de 9h à 12h15, et 1h30 de pause de midi, et l'après-midi, 13h45, 16h30. Il y a eu plus ou moins une rencontre entre les chefs d'établissement pour essayer de faire des horaires qui correspondent plus ou moins, qui ne finissent pas forcément tout de suite à la même heure, parce que quand il faut récupérer un gamin d'un côté et un gamin de l'autre, c'est compliqué, mais qui n'est pas non plus 1 heure d'écart entre chaque école pour éviter de faire des allers-retours à chaque fois. Donc voilà un petit peu ce qui a été proposé. Il est demandé au conseil municipal finalement d'approuver ces nouveaux horaires. Nous avons déjà sollicité, et les services, les chefs d'établissement ont déjà sollicité aussi l'inspection académique
sur le sujet afin de leur donner la proposition horaire et, si vous le désirez, la validation en conseil municipal sur le sujet. Des questions particulières? Oui. C'est une volonté et des enseignants et des parents d'élèves. Oui. Je suppose. Mais la municipalité, quand même, de Clémentin, depuis des années, s'est inscrite dans un contrat éducatif local et avait mis les moyens de suivre une scolarité qui n'était pas forcément que du ressort de l'éducation nationale, mais qui était aussi du ressort des acteurs, car on sait qu'il faut tout un village pour faire l'éducation. L'éducation d'un enfant, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est une prérogative de l'État. Par contre, la municipalité peut aider grandement. Et les moyens qui ont été mis, qui ont été pour partie subventionnés par l'État, pourraient être remis pour éviter qu'il y ait une cassure, une fêlure au niveau de l'éducation de notre population la plus fragile, car on sait qu'à prochain, nous avons des indicateurs qui sont quand même, qui frisent le rouge. Le rouge étant une couleur qui me sied à merveille, mais pour ces indicateurs-là, il faudrait quand même qu'on continue, à travers des étapes améliorées, on continue à suivre l'éducation de ceux qui en ont le plus besoin. Je saisis la balle au bon très rapidement. Effectivement, forcément, le retour à 6 semaines de 4 jours, une fois que la mise en place d'étapes va disparaître. Ce qui a été proposé, ça a été présenté en conseil d'école par les services de la ville, et puisque le service s'est structuré et continue de se structurer sur le sujet, c'est de réfléchir sur des possibilités d'accueil en temps plus forcément périscolaire mais extrascolaire, peut-être le mercredi, ou sur des choses comme celle-là, sur peut-être la base d'une organisation TAP en termes d'activité, de qualité des activités. Aujourd'hui, on est en période estivale, c'est compliqué à organiser. Je pense que les services ont déjà été plus ou moins branchés, ont eu une réflexion sur le sujet. On se donne quelques temps avec un début d'activité, de proposition d'activité, si tout se passe bien. Mais moi, j'en suis assez sceptique après les vacances de Toussaint sur une proposition, parce qu'il faudra quand même voter un certain nombre de choses, dans lequel on pouvait faire aussi un avenant dans le cadre du CEJ pour aller peut-être chercher d'autres financements, puisqu'on n'aura plus forcément les financements des fonds périscolaires, arrêtant les activités, et ce qui permettra de continuer à développer ce genre de choses. Mais pas de souci particulier sur le sujet. Je vous rejoins sur un deuxième point, sur la question de l'éducation nationale. L'école a pour moi un rôle effectivement d'éducation, mais surtout d'instruction, mais il y a un rôle aussi de la part des acteurs, que ce soit à la fois les parents, mais aussi des fois les relais associatifs ou les relais publics développés au niveau de la commune, mais aussi au niveau communautaire, par d'autres dispositifs. Je pense au DRE, je pense à pas mal de choses qui développent dans ce sens-là et qui font qu'on peut avoir un suivi notamment auprès des plus fragiles, mais aussi envers l'ensemble des familles et surtout des enfants de la commune. Pas de questions particulières? Donc, un échéancier quand même. Un échéancier, aujourd'hui, il est compliqué parce que les deux, trois agents qui bossent dessus sont quand même branchés sur la CM, mais on s'est donné un temps de travail pour avoir au moins des propositions, des retours pour les vacances, la rentrée, tout ça. Il n'y avait pas eu d'impact sur des personnels non titulaires? Non, puisque Joanne, qui était non titulaire, souvenez-vous, on avait créé le poste et il rentrait en voie de titularisation. Ce qui fait qu'il est sur une situation beaucoup plus stable aujourd'hui, et dans le sens où son poste, on a souhaité le renforcer aussi dans le cadre de l'émergence d'un conseil municipal des jeunes, ce qui va lui demander du temps de travail aussi, dans le cadre des ACM qui a pu reprendre, dans le cadre du DRE qui pourrait reprendre aussi. En fait, ça serait l'agent qui serait plutôt sur les affaires scolaires et un petit peu extrascolaires, mais je veux dire, du boulot, il y en aura aussi sur le sujet, et surtout si on développe cet accueil qui pourrait être un accueil du mercredi. Alors je le dis aujourd'hui, de manière générale, c'est pas une annonce ou quoi que ce soit, ça a besoin d'être travaillé, d'être affiné, ça a besoin en même temps aussi d'aller chercher un certain nombre de partenaires, mais c'est une proposition qu'on pourrait faire dans les mois qui arrivent. Voilà. Ça va pas engendrer des difficultés pour l'organisateur pour l'association qui organise cette C'est-à-dire activité. C'est-à-dire que je pense au centre social qui a recruté des animateurs pour assurer l'organisation de ces temps d'accueil. Et il y aura un temps de travail qui va être... Sur les questions des temps d'accueil, des animateurs qui étaient surtout recrutés pour les accueils entre les midis. D'ailleurs, il y a une sorte de délibération par la suite qui intervient. J'expliquerai pourquoi. Je pense quand même qu'ils intervenaient, parce que dans les délibérations qu'on a données, oui. Un
taux horaire que vous nous présentiez par rapport Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de se recaler plus ou moins sur ces actions-là, sur un accueil qui sera peut-être finalement pas le mercredi, mais peut-être le samedi, ou j'en sais rien, mais sous la même base. L'objectif, c'est pas de recruter des animateurs et de faire un service en régie, c'est de se baser sur l'expérience du table, juste décaler les horaires et le fonctionnement, et de travailler avec des partenaires tels qu'on a pu avoir. Alors, quand je dis privé, j'aime pas ce genre de choses, mais des indépendants et des partenaires associatifs locaux. Il faudra quand même faire attention, le fait de ne pas déshabiller en mettant des activités le mercredi matin, de déshabiller des clubs sportifs ou des clubs culturels ou qui font des activités le mercredi après-midi, où les parents seraient peut-être tentés en disant bah, je ne vais plus mettre en activité associative le mercredi après-midi, je les mets le mercredi matin. Donc il y aura un travail dessus. Quand on a mis en place les tables, je me souviens, il y avait ce souci-là, où il y avait des gamins qui avaient des activités le matin, le mercredi matin. Ça s'est plutôt bien passé, mais en décalant le mercredi, en décalant les activités maintenant, si on fait un accueil le mercredi matin à la place des 2h30, je pense notamment en primaire, à voir comment ça se passe, trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a tout un travail à mettre en place dessus, il y a une bonne base avec l'État, avec l'organisation, mais tous ces impacts-là seront à voir. Voilà un petit peu sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à oui. Je voulais simplement, parce que bon, c'est une délibération importante, hein, quand même passer de 8 journées, de 9 à 8. Je tiens quand même à préciser, ça c'est mon avis personnel, c'est que cette réforme avait été faite parce qu'au niveau européen, on était les derniers de la classe. Il faut s'en tenir. On avait 144 jours d'école par an, alors que la moyenne européenne c'était 180. Et on avait dit, le gouvernement socialiste de l'époque avait dit, en mettant une demi-journée, ça va compter comme une journée de plus. Et on va passer à 144 plus 36, on va être dans la moyenne nationale. Alors ce qui était vrai hier, n'est plus aujourd'hui, mais les résultats PISA, les études qu'on fait pour voir le classement des élèves français, il est toujours là. Hein. On est toujours bon dernier. Bon dernier en lecture, bon dernier en mathématiques, bon dernier en art, etc., etc. Un pays développé comme le nôtre, la quatrième puissance mondiale, et on est avant-dernier. On est battu par les Estoniens. Ce qui était valable hier, c'est toujours valable aujourd'hui. Alors il ne faut pas toujours se frotter les mains, se réjouir. Moi, personnellement, j'étais contre cette mise en place d'État. Parce que je disais, il y avait deux poids, deux mesures. Il y avait des communes qui auraient pu le faire et d'autres communes qui n'auraient pas pu le faire. C'est le cas d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc c'était pas normal. Mais de là à mettre tout ça sous le tapis maintenant, puis balayer, puis dire voilà, on est tranquille, on en reparlera dans un an ou deux. Non, mais il y a un travail au-delà de ça. Sans aller plus loin dans le sujet aussi, je pense qu'au-delà de cette réforme-là, il y a eu un effet d'annonce sur le retour des 4 jours, qui était plus ou moins la demande des parents, et puis des enseignants aussi. Je pense qu'il faudra faire aussi attention à ce qui peut se passer derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été mis en avant, mais quelles sont les autres réformes qui attendent l'éducation nationale sur le sujet? Et est-ce qu'on ne mettra pas souvent en avant, le gouvernement mettra pas en avant, oui, mais bon. Allez, soyez gentils avec nous, vous avez remis à 4 jours, donc acceptez ça, acceptez ça, acceptez ça. Ça sera à revoir, mais voilà. Et juste pour en conclure, si vous permettez, j'ai lu dans le décret, mais je ne l'ai pas lu une deuxième fois, mais peut-être que notre collègue Luigi va nous le dire, j'ai lu qu'il y avait une remise en cause des congés, des temps de vacances. Oui, tout à fait. Ah, je ne sais pas si ça t'est Oui, oui, si, c'est dedans. C'est dedans, hein. Oui, donc ça veut dire qu'à la rentrée ici, celui qui va faire 144 jours, il n'y aura plus de mois de vacances pour le juillet. C'est ça, et il y aura peut-être plus les 15 jours à chaque fois. Et il n'y aura plus les 15 jours. Tout à fait. Ok, très bien, on passe au vote. Alors, sur le vote, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Votez à l'unité, je vous remercie. Précision sur les modalités d'organisation de la restauration scolaire. Il s'agit d'une sorte d'approbation sur l'organisation de la restauration scolaire, notamment suite à des demandes de précision de la part de la CAF, puisque l'encadrement de la restauration scolaire se fait par le centre social, et le centre social qui des prestations à la fois de la ville, mais aussi des prestations de la CAF. Or, la CAF aujourd'hui dit que le centre social rend un service gratuit qui n'est pas facturé finalement. Sauf que si le service de cantine comprend la fourniture des repas, les locaux, l'entretien, etc., mais aussi l'encadrement et l'animation qui se passe entre les midis, et c'est facturé par la ville dans le cadre du ticket de cantine qui est vendu en bas au service des régies. Et le centre social ne fait pas un service gratuit, puisque lui, il touche une subvention de la part de la ville, mais aussi des fonds cadres sur le sujet. Donc l'idée, c'était que le conseil municipal puisse
réapprouver cette organisation-là afin que la CAF comprenne que c'est un service gratuit et qu'il y a des prestations à avoir de sa part en complément, notamment sur le compte du centre social. Elle vous demande pas de faire paraître un tarif pour l'activité et pour le repas? Non, pas forcément sur le sujet, ça sera peut-être une deuxième étape, mais en fait aujourd'hui, pour être plus clair sur le sujet, c'est que la CAF, dans les déclarations d'activité que le centre social faisait, la CAF disait que l'encadrement de la cantine, c'est un service que le centre social fait gratuitement pour la commune, et que c'est pas facturé à des parents. Si, il est facturé à des parents, parce que les parents payent un ticket de cantine, c'est ce que je disais, dans lequel il y a le repas, les dames d'entretien, l'animation, l'encadrement, et la ville donne bien une participation au centre social, c'est-à-dire qu'il y a aussi une entrée d'argent pour le prestataire, ça transfère finalement de fonds, de l'argent qui vient des parents qui rentrent dans les caisses de la ville pour ticket cantine, et cet argent-là repart en partie au centre social sur le sujet, c'est un fléchage. Donc ce n'est pas un service gratuit proposé par l'association. La CAF ne comprenait pas ça. Donc l'idée était pour nous, au conseil municipal, de bien, je ne vais pas dire revalider, mais d'approuver ce fonctionnement-là pour avoir un document sincère et clair auprès de la caisse d'allocation familiale. On n'a pas de succès, ils nous versent bien les prestations, on n'a pas de succès. Oui, sauf qu'aujourd'hui, dans le cadre des contrôles, ils ont relevé un problème en disant bah, je pense que c'est un service gratuit, donc ils ont besoin de voir, je ne vais pas dire une délibération, mais une organisation plus claire où la ville valide bien qu'elle vend un ticket et qu'elle rémunère le centre social pour les activités. Voilà. Pas de question particulière? Donc, question en marge sur le paiement en ligne, vous aviez évoqué, j'avais vu une enquête sur le paiement en ligne, où est-ce qu'on en est? Alors, sur le paiement en ligne, peut-être Philippe Daucher sur le sujet, puis je laisse le DGS qui pilote un peu le sujet. On espère bien le mettre en place. On espère bien le mettre en place d'ici la fin de cette année, 2017, en sachant que ça va bouleverser quelque peu les façons de faire habituelles. C'est-à-dire qu'on va repasser sur du post-paiement, sans nul doute, qui va nécessiter effectivement une formation des personnels en la matière, avec une création de régie centralisée, et avec la régie centralisée qui sera amenée à gérer un compte de dépôt de fonds. Donc une restructuration complète de ce qui se fait au jour d'aujourd'hui et qui nécessite effectivement un travail de fond. Mais ça sera mis en place sans doute d'ici la fin de l'année. Il y a du paiement en ligne, est-ce qu'il y a du prélèvement automatique? On peut imaginer qu'on puisse également mettre en place le prélèvement automatique. À partir du moment où on met en place un compte de fonds de trésor, on peut mettre en place le prélèvement automatique, le paiement par carte bancaire via Internet. Et pas au guichet, le paiement de carte bleue. On pourrait l'imaginer, mais le problème c'est que si on met un TPE au guichet, ça va nous coûter, il y aura un coût à chaque transaction. Ce qui sera déjà d'ailleurs le cas pour la mise en place de la carte bancaire via Internet, qui va nous coûter à peu près 12 centimes de la transaction. Au-delà de ça aussi, il y a un élément à prendre en compte, c'est que ça commence à être travaillé avec un percepteur qui vient de partir en retraite et un nouveau arrive. Donc l'idée, c'est de le mettre dans le coup aussi pour que lui ait sa légion, parce que la perception a un rôle très important sur le sujet. Entre la mairie, le percepteur, et je suppose un organisme bancaire comme la Caisse d'État, je pense. Oui, c'est ça, ça sera développé. Mais aujourd'hui, on est parti plus sur le paiement en ligne, mettre en place un terminal par carte bancaire en mairie, ce sera peut-être une autre étape. À nous de calculer aussi les coûts que ça peut engendrer, l'opportunité de le faire ou pas. Mais l'idée aussi, c'est d'avoir le moins de fonds, on va dire, en espèces transférés dans les services. C'est le paiement en ligne. C'est ça. C'est ça. Mais ça demande aussi notre organisation au niveau du service finance et au niveau des régies, puisque c'est une régie centralisée, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Les régies sont un peu dispatchées. Ok, très bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet-là? Non, pas de questions particulières, donc on approuve bien que c'est bien ce fonctionnement-là qui existe et qu'il ne se passe rien d'autre. Merci. Le dernier point à l'ordre du jour, c'est la création d'une commission consultative des services publics locaux. L'objectif de cette commission, c'est notamment d'intervenir et d'être une sorte de CAO dans le cadre des politiques de délégation de services publics. La commune pourrait mettre en place un certain nombre de services, un certain nombre de délégations de services publics d'ici la fin du mandat. Il y en a une d'ailleurs pour des questions réglementaires qui commence à se mettre en place et c'est l'objectif de cette délibération. Elle est liée à l'activité d'accueil petite enfance qui pourrait se faire sur une forme nouvelle qui n'a jamais été faite pour le moment, c'est-à-dire une délégation de services publics sous forme de groupement commune, c'est-à-dire groupement entre la commune de Kievrechin et de Crépin,
pour une délégation de service public pour la gestion des équipements d'accueil de la petite enfance. Donc Quiévrochin, c'est la structure qui est située rue Jean Mermoz, plus la crèche intercommunale d'Îlot-Marmot de Crépin, et je crois qu'il y a un accueil aussi spécifique sur Crépin, comme nous on a sur Quiévrochin. Le préalable avant de lancer la DSP, c'est de créer cette commission consultative. C'est une sorte de commission d'appel d'offres qui va suivre les différentes étapes de la création de la DSP. La commission consultative est composée de cette manière-là. Le maire de la commune qui est président, et là il faudra voir, puisque comme c'est un groupement de communes, il y aura 2 maires, donc il faudra voir quels sont les dispositifs clairs en disant qui est vraiment le président, ou est-ce que c'est une coprésidence entre les 2 communes. Mais si ça concerne la commune uniquement, aujourd'hui, chaque commune, Crépin comme Quiévrochin, doit désigner, au-delà du maire qui est membre de loi et qui préside la commission, 5 membres titulaires élus parmi les membres du conseil municipal avec une représentation proportionnelle des différents groupes, j'aime pas différents groupes, mais des différentes listes qui s'étaient opposées aux élections municipales, 5 membres suppléants sous la même forme, et 5 membres issus des associations de la commune, donc c'est des membres qui ont été contactés ou qui on a proposé, on a listé une quinzaine de personnes et qui on a proposé ce genre de choses, et certaines d'entre elles ont accepté, d'autres ont refusé. Il y a une liste, et je trouve ça très bien, on aurait dû le faire finalement pour les sénatoriales, on aurait gagné du temps, et puis les résultats auraient été les mêmes. Il y a une liste commune qui est proposée un peu sous le même modèle que la CAO. Je vous fais plusieurs propositions, on n'est pas obligé de voter à bulletin secret ou quoi que ce soit, on peut faire la proposition de la liste des membres titulaires, des membres suppléants, et le valider à main levée si ça vous va. La seule chose, c'est qu'il faut que je propose quand même le nombre des membres titulaires et non des membres suppléants. Est-ce qu'on fait ça à main levée, on valide la liste de cette manière-là? C'est pas gênant? Ok, très bien. Alors, la liste est composée de la manière suivante. En membres titulaires, M. Régis Ducrot, Mme Corinne Cachmarek, M. Patrice Arsin, M. Bruno Namor et M. Joël Gaillet. Et dans les membres suppléants, M. Damien Jasinski, M. Jean-Pierre Bonnet, Mlle Gwendoline Gilles, Mlle Jessica Denis et Mme Fernand Guiselan. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Donc, votez à l'unanimité. Je donne quand même lecture des différents autres membres issus du collège un peu associatif. Madame Evelyne Cartry, qui fait partie des seniors dynamiques, Monsieur Brice Follet pour l'association des activités artistiques sans frontières, Monsieur Jean-Marc Moreau pour les Amis de la Gaule, Monsieur Robert Dufault pour le QTC, Monsieur Jean Malacar pour le Judo Club. Voilà. Si c'est OK pour vous, eh bien la séance est levée. Il y a plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui prendront des vacances. Rendez-vous vendredi soir et vendredi dans la matinée pour le défilé officiel et vendredi soir pour les festivités. Merci à vous. Prochain conseil municipal, certainement début avant le 15 septembre.